It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Alors, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Draft NBA. Donc, Draft NBA, en effet, on est à 2 jours de la draft, moment le plus important de l'année pour certaines équipes, dont mon équipe, les Portland Trail Blazers. Donc oui, effectivement, c'est un moment plutôt charnière qui m'intéresse énormément. Il est important de rappeler ce qu'est la draft NBA. Je vais le faire assez rapidement pour les gens qui arrivent et ensuite on pourra enchaîner sur un podcast pour répondre à quelques questions, 3 questions sur cette soirée de mercredi à jeudi et potentiellement de jeudi à vendredi avec ce second tour des playoffs. En effet, cette année c'est sur 2 journées. Je comprends pas énormément le principe, mais bon, on va dire que ça fait durer le plaisir un petit peu. Donc voilà, déjà quand on parle de draft NBA, on parle d'un système, d'une ligue fermée. En effet, aux États-Unis, la NBA est une ligue fermée, pas comme la Ligue 1 par exemple au foot, où des équipes à chaque fin de saison peuvent descendre en Ligue 2 ou remonter dans la ligue principale. Ici, c'est les 30 mêmes équipes. Donc des équipes qui sont en difficulté, effectivement, il faut un moyen de pouvoir faire une sorte de roulement d'effectifs, un roulement de talent, et c'est par la draft idéalement que ça passe. C'est un système qui permet vraiment un roulement des équipes sur le haut niveau, et évidemment il y a des imperfections sur ce système. Des équipes comme les Lakers à Los Angeles ou des grosses franchises dans les grosses villes américaines ont plus de chances d'attirer des talents, et donc des petites franchises comme, je ne sais pas moi, Memphis par exemple, qui n'est pas une ville très attractive, doit se reconstruire à travers la draft. La draft, donc, c'est un système où on peut pick un joueur. Les pires équipes ont le pourcentage le plus haut de pick un joueur, tout simplement, un joueur talentueux. Donc, plus l'équipe est mauvaise, par exemple, on avait cette année Washington qui a été particulièrement mauvaise. Washington a basé sa saison sur le fait d'avoir un haut pick pour pouvoir avoir un potentiel gros talent. Parce que, comme je l'ai dit, les équipes faibles piquent en première et peuvent avoir des futurs talents comme on peut en citer des milliers. Évidemment, ça ne certifie pas le fait qu'on est la future star de la ligue, mais ça démultiplie les chances fois 1000. On pense à Orlando, par exemple, dans les années précédentes, ou aux Wolves, qui ont eu les premiers pics et qui ont réussi à avoir Anthony Edwards et Paolo Banchero. Mais dans un point de vue contraire, on peut penser aussi à Denver, qui a eu un pic du second tour, je crois que c'était le 41e, et qui a réussi à avoir son futur MVP des finales et triple MVP de la ligue avec Nikola Jokic. Donc oui, ça augmente les chances, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir une franchise qui travaille bien. Il faut potentiellement aussi être dans une grosse ville, c'est compliqué sinon, et avoir énormément de chance. Le travail ne suffit pas malheureusement. Là, on pourrait potentiellement trouver en pick, 37, le futur plus gros talent de cette draft ou de ces 10 prochaines années, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, ça ne justifie rien. On peut penser à Luka Doncic, qui a été pris en pick 3 lors de la draft 2018. Mais encore plus parlant, on peut penser à Kobe, qui a été en fin des je crois 13e, excusez-moi, j'ai pas le nombre exact. Giannis en 14, évidemment Denver avec Nikola Jokic en 41. Énormément de joueurs comme ça. Jimmy Butler aussi était pas du tout un des premiers picks de la draft. Et à contrario, on peut parler de Portland, qui est passé à côté de Kevin Durant, qui est passé à côté de Michael Jordan, qui a passé à côté d'énormément de joueurs talentueux comme ça. Il y a eu une grosse partie de chance, effectivement, parce qu'on pouvait se dire à l'époque, notamment pour Kevin Durant, que le joueur qui prenait avant, on pouvait pas prévoir qu'il se blesse, on pouvait pas prévoir une fin de carrière si prématurée. Mais voilà, il y a énormément de facteurs, c'est ça qui rend pour moi passionnante la draft, et évidemment découvrir les jeunes talents. Donc si vous voulez les découvrir plus en profondeur, je vous invite à regarder mon podcast déjà sur les joueurs français qui vont se présenter, les 3 joueurs du premier round qui vont se présenter et qui m'ont l'air vraiment intéressants à suivre, et bien sûr sur ma mock draft
Je crois que c'était le The Natural Podcast numéro 26 ou 25, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je pense que ces podcasts pourront vous orienter encore plus. Donc voilà. Aujourd'hui, après ce petit récapitulatif un petit peu intéressant pour ceux qui sont nouveaux, mais très peu pour ceux qui connaissent le fonctionnement NBA, je pense qu'on peut commencer à poser ces trois questions importantes en vue de la draft, en vue de cette draft si particulière. Allons-y. With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia, and Real Madrid. Alors, la première question que je voudrais poser, pour recontextualiser un peu, on se trouve dans une draft 2024 très particulière. Très particulière parce que, à ce qu'on l'en dit, à ce qu'on en voit, il n'y aurait pas de futurs énormes talents, de futurs franchise players, de futurs superstars dans cette draft. Mais pour moi, on ne peut pas parler de draft faible. Je pense qu'il y a énormément d'analystes qui sont d'accord, mais d'une draft avec une accumulation de talents qui ont à peu près le même niveau, qui ont à peu près un certain nombre de qualités et de défauts, et qui peuvent se révéler pour la plupart être d'excellents lieutenants, d'excellents role-players. On est vraiment dans une draft de role-players. Évidemment, ça ne veut rien dire tant qu'on ne les a pas vus jouer. Peut-être que certains talents se révéleront. Mais dans une draft si particulière, il y a quelque chose qui pose énormément de questions, c'est de savoir quel joueur, et notamment là, la question que je pose, quel ailier, quel poste 3 va se dégager de la masse. En effet, on est vraiment dans une draft, à mon sens, d'énormément d'ailiers. En tout cas, sur le premier tour, sur les 15 premiers choix, les 20 premiers choix, on aura vraiment un nombre astronomique d'ailiers, de profils énormément différents évidemment, mais moi la question que je me pose là-dessus, c'est de savoir lequel va sortir du lot, lequel va être un sérieux coup de poker pour son effectif, bref, qui va travailler le mieux dans ces effectifs-là, quel joueur va réussir à avoir la meilleure carrière et comment ça va se passer. Donc déjà, de qui parle-t-on ? On parle évidemment de Zaccharie Rizaché, notre Français, qui est vu à partir dans le top 4, vous voyez. Ron Holland, qui était vu comme un potentiel premier pick l'année dernière, mais qui a énormément descendu cette année et qui sortira sûrement dans le top 10 à mon sens. Cody Williams, lui aussi, peut partir dans les places jusqu'à 12 à mon sens. Matas Buzelis, top 10. Dalton Knecht dans le top 15. C'est assez dur, vu son âge, de savoir si il va pick haut ou non. Et Tidjane Salin, un autre Français, qui lui aussi va être pick, à mon sens, dans le top 15, top 18, grand maximum. Donc ça fait énormément de noms avec des profils très différents. Et évidemment, on peut pas compter uniquement sur le talent de ces joueurs. On parle aussi d'un environnement. Si un joueur arrive dans un mauvais environnement et n'arrive pas à se développer, par exemple Détroit, il faut pas se mentir, eh bien ça peut poser énormément de problèmes pour la suite. Moi, quel joueur, déjà dans la liste que j'ai dit, ressort, c'est particulièrement compliqué. À mon sens, personne ici n'a le talent pour être une future star. Potentiellement Ron Holland, s'il augmente sa vision de jeu, s'il s'invente un tir, si ses décisions sont bien plus bonnes, peut-être que lui pourrait être plusieurs fois All-Star. Zaccharie Rizaché, évidemment, qui pourrait être un joueur à 18 points de moyenne, qui fait les efforts, qui est un très bon défenseur, qui est vraiment la deuxième ou troisième option d'une équipe compétitive, qui pourrait être donc All-Star, mais à mon sens pas une superstar comme on l'entend d'un Kawhi Leonard, d'un LeBron James, etc. Il y a énormément de joueurs très intéressants. Je pense que tous ces joueurs peuvent se démarquer et devenir d'excellents role-players ou d'excellents lieutenants, deuxième ou troisième ou peut-être quatrième option dans des effectifs compétitifs. Mais pour moi, il y a quelques questions à se poser. Sur le potentiel, comme je l'ai dit, Ron Holland et Zaccharie Rizaché s'en sortent le mieux, mais c'est aussi des potentiels qui
ont d'énormes risques à mon sens. Ron Holland sur la décision, sur le shoot à 3 points, sur le fait de jouer off-ball, parce qu'il a toujours eu, à cause de l'éducation, on va dire, à l'américaine des jeunes superstars, des jeunes prospects, il a toujours eu la balle dans les mains. Ça me pose énormément de questions de se retrouver, par exemple, moi dans ma mock draft personnelle, je l'avais mis en 7 à Portland, je le voulais à Portland. C'est le joueur le plus jeune de la draft, un talent à polir, mais est-ce qu'il va trouver sa place en jouant derrière DeAndre Ayton, Malcolm Brogdon, Anthony Simons, Scoot Henderson et bien sûr Shadon Sharpe? Tous ces joueurs auront sûrement plus la balle à un moment donné que lui. Comment va-t-il s'en sortir? C'est une question qui me taraude. Donc vraiment, l'endroit où on tombe pose énormément de soucis, pose énormément de questions. Zachary Rizaché a montré aussi qu'il n'avait pas cet esprit d'alpha, j'ai envie de dire. D'alpha, c'est très compliqué pour lui de vraiment s'imposer, de prendre la balle dans les mains. Lui, ça sera potentiellement une sorte de Middleton, et je pense que c'est déjà une très 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 belle carrière d'être un Middleton dans un effectif. Mais ça pose énormément de questions sur le fait qu'il soit potentiellement piquant 1, 2, 3 ou 4, que sais-je. Donc voilà, déjà pour moi, ces deux joueurs posent énormément de problèmes parce que on parle de futurs talents qui peuvent énormément décevoir. Pour des talents moindres, mais qui décevront moins les observateurs et les fans NBA s'ils se ratent, c'est les Cody Williams, Matas Buzelis et Tidjane Salin. On est sur des profils différents. Cody Williams est un joueur que j'apprécie énormément. J'ai du mal avec son premier pas et il a du mal à effacer son défenseur avec son premier pas. Mais je pense que ça peut être un très bon défenseur dans un collectif, un très bon shooter à 2 niveaux, potentiellement à 3 niveaux. Donc oui, c'est un joueur plus assuré, mais potentiellement un joueur qui tournera en carrière à 8 à 10, 12 points de moyenne en sortie de banc, que sais-je. Mais potentiellement, s'il suit les traces de son grand frère Jalen Williams, et il en est tout à fait capable, à mon sens, il arrive bien plus jeune sur cette draft, il pourrait franchement être une révélation. Je ne sais pas, une équipe potentiellement comme Chicago qui arrive à le drafter, à le développer. Il y a toujours cette question en fait d'associer la place à la draft et le talent. Si Cody Williams par exemple tourne à 14 points de moyenne en carrière, est une 4e option intéressante et un bon défenseur, ça pourrait être excellent à récupérer pour Sacramento en 13 ou Chicago en 11. Ça sera peut-être décevant si potentiellement Houston, je ne crois pas qu'il soit pick en 3, mais si Houston craque complètement et veut d'un Cody Williams. Donc il y a toujours cette perception à avoir. Et on a aussi bien sûr Dalton Knecht, Matas Buzelis, Tidjane Salin dont on a parlé. Matas Buzelis, je me pose énormément de questions. Et c'est encore cette draft qui pose question sur des défauts potentiellement rédhibitoires. Hein. On a découvert que Ron Holland n'était pas si grand que ça, que son decision making était mauvais. Zachary Rizaché ne sera sûrement pas une star. Cody Williams n'a peut-être pas cette qualité élite. Et Matas Buzelis a du mal à s'imposer avec son corps, que ce soit dans la peinture. En tout cas, ça va être vraiment compliqué pour lui contre des profils NBA. Dalton Knecht est peut-être déjà un joueur fini et ne domine pas outre mesure. C'est un très bon joueur NCAA, mais il a déjà 23 ans. Mais c'est potentiellement un joueur sur lequel il faudra compter sur les prochaines années. Hein. On sait que Jalen Williams, lui aussi, était plutôt vieux quand il est arrivé en NBA et en finale a réussi à dominer. On peut espérer, souhaiter le même avenir pour Dalton Knecht, mais ce n'est pas sûr du tout. Et enfin, Tidjane Salin, qui est un athlète, qui est un joueur uber athlète, uber défensif potentiel, en tout cas défensif incroyable, qui a des longs membres, qui est très grand, mais qui, quand il a la balle en main, quand il pose le ballon et quand il doit prendre des décisions, n'est capable de rien. On parle vraiment d'un 3&D potentiel et d'un fin de cycle avant de shooter, ou en tout cas avant de couper la défense, etc. assez intéressant, mais on parle pas d'une star. On sait aussi que des joueurs comme encore une fois Kawhi Leonard, mais ça serait un exemple fantastique pour lui, ont réussi à s'imposer.
ont réussi à vraiment s'imposer, découvrir un playmaking, découvrir vraiment la façon de dribbler, de poser la balle. Donc rien n'est impossible pour un Tidjane Salin qui a à peine 18 ans encore, mais il y a énormément de progrès à faire pour en faire tout simplement un joueur qui sera plus qu'un role player. Bref, je pense que là, on s'est vraiment perdu sur tous ces profils. Et moi, ce qu'il en ressort tout simplement, et je le dis depuis le début de l'année, Ron Holland doit être ce joueur qui comprend son rôle et qui est le plus gros potentiel sur les ailes de cette draft. Il peut potentiellement encore grandir. Il a encore peut-être 5 ans entre ses 18 et ses 23 ans pour devenir un joueur accompli. Évidemment, tout va plus vite en NBA, donc il devra montrer des bonnes choses dès la première saison. Mais s'il arrive dans une équipe qui lui fait confiance et qui lui laisse du temps, imaginons Memphis avec un Ron Holland 8e, 9e homme qui apprend de joueurs. Bon, certes, il y a eu énormément d'histoires avec Ja Morant, mais je crois que le coaching staff est très compétent. Je crois qu'il y a des joueurs déjà All-Star très compétents. Ça pourrait lui laisser le temps de monter en grade et pourquoi pas devenir une 3e option d'ici 3 ans, d'ici 4 ans. Donc oui, pour moi, Ron Holland est le plus gros talent. Et potentiellement, sachant qu'il a sa cote a énormément baissé à cause de l'In-Night Team, à cause de cette saison particulière où il y a eu énormément de défaites, on n'oublie pas quand même que Ron Holland tournait à 19 points par match là-bas. Ce n'est pas rien, même si c'est un effectif qui perdait énormément. Pour moi, Ron Holland pique en 9 ou en 10 par Utah, que sais-je, même à San Antonio en 8, et qui arrive à devenir une 3e ou 4e option. C'est le style déjà de cette draft, mais c'est potentiellement le plus gros coup de poker et la plus grosse réussite à faire. Zachary Rizaché, s'il est pick dans le top 3 et qu'il a la même carrière de 4e ou 3e option, je pense que Ron Holland déjà pourrait être un meilleur joueur in fine, mais ça pourrait être au niveau de la perception bien plus négatif. Donc oui, je mise encore cette pièce sur Ron Holland, mais il suffit qu'un Tidjane Salin se découvre un bout de Handel ou qu'un Matas Bouzelis arrive à nous rassurer sur sa condition un petit peu physique pour que je change d'idée, évidemment. C'est pour ça que je dis qu'il y en a aucun pour moi qui ressort vraiment dans ces profils, même Rizaché ne ressort pas. Bref, je pense qu'on n'a pas du tout répondu à cette question, mais on a donné des points d'analyse assez intéressants. Et il s'agirait donc de passer à cette deuxième question, tout simplement. Cette draft, donc, a été considérée comme faible, en tout cas sans superstar, on le répète encore une fois. Et donc, sachant que énormément de franchises recherchent la future pépite à associer à leur effectif et qu'il n'y en a potentiellement que très peu dans cette draft, ce ne serait pas la meilleure occasion potentielle de trade et de tenter encore une fois ce coup de poker dans les premières places ou même dans cette draft en entier pour pouvoir passer un cap? C'est la question que je me pose. Et il y a pour ça énormément de questionnements. Évidemment, on va pas y répondre. Je vous invite déjà à regarder ma mock draft pour voir quel transfert je pourrais faire, quel transfert j'aurais fait pour améliorer certains effectifs. Et évidemment, on va parler des équipes qui ne sont pas en état de tanker, qui sont des équipes compétitives. La première, c'est évidemment le premier pick, Atlanta. Atlanta a un joueur générationnel, il faut le dire les mots, avec Trae Young. Les rumeurs sur le fait de le voir partir sont catastrophiques. Pour moi, c'est potentiellement avec Clyde Drexler, pas avec Clyde Drexler, pardon, mais l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur d'Atlanta depuis peut-être 30 à 40 ans, potentiellement. Donc, quelle serait l'idée de le faire partir? Je ne sais pas. Peut-être draft. En fait, je me pose énormément de questions en vous parlant parce que est-ce qu'on draft quand on est dans la situation d'Atlanta? C'est une question à se poser, mais est-ce qu'on on transfère un premier pick? C'est une autre question. C'est très très rare de transférer un premier pick. Je me souviens d'un premier pick transféré contre LeBron James. Là, c'est pas le même style de draft. Donc, et puis il n'y a pas de LeBron James tout simplement sur le marché de joueurs aussi forts. Luka Doncic n'ira pas à Atlanta ou ce type de joueur générationnel là. Donc que doit faire Atlanta? Et c'est une question sans fond.
Pour moi, ils doivent prendre vraiment ce premier pick et essayer de construire un effectif jeune autour d'un Trae Young. Un effectif qui, dans 3 ans, pourrait avoir le potentiel de jouer les premiers rôles. Mais si on a eu des retours assez négatifs, si Atlanta n'est pas convaincu par tous les entraînements qu'il a pu avoir avec ses prospects et qu'il ne voit pas cette future pièce nécessaire à Trae Young et à cet effectif pour passer un cap, pourquoi ne pas trade down, ou alors tout simplement trade pour recevoir un joueur de talent. Chicago serait peut-être content d'avoir le premier pick en échange d'un Zach LaVine. Après, est-ce que ça intéresse Atlanta? Je ne crois pas. Mais effectivement, il y a énormément de choses. Imaginons Miami qui décide de vouloir le premier pick en échange de Jimmy Butler. Que sais-je? Quelque chose d'intéressant comme ça. Ou alors Orlando qui donne une partie de sa jeunesse et d'autres picks à Atlanta contre ce premier pick. Ça peut être des solutions intéressantes. Orlando, pour le coup, beaucoup moins. Mais vous m'avez compris. Moi, je me poserais aussi la question de Cleveland. Cleveland qui a énormément de travail à faire, que ce soit autour de Darius Garland. Évidemment, on va pas le mettre à côté de Trae Young, mais à côté de Evan Mobley, peut-être faire partir des joueurs plus complets, en tout cas plus près, comme Jarrett Allen. Jarrett Allen est un All-Star, un joueur de complément idéal pour un effectif comme Atlanta, je le pense sérieusement. Et par exemple, s'il décide de drafter Alex Sarr, combien de temps il faudra pour que Jarrett Allen soit plus faible potentiellement que Alex Sarr? Donc Atlanta doit se poser ces grosses questions et c'est ça que vous devez retenir en vue de cette nuit, parce que ces questions sont très intéressantes à mon sens. Mais il n'y a pas que, évidemment. Houston n'a pas la place tout simplement de faire jouer un jeune avec eux, un jeune de plus en tout cas, et il ne faudrait pas non plus gâcher un talent comme, je ne sais pas, Reed Shepard par exemple, qui pourrait être drafté par Houston, mais qui pourrait avoir un rôle de spot-up shooter et 12 minutes de temps de jeu par match. C'est pas exactement ce qu'on voudrait, surtout sur un poste où il y a déjà Jalen Green, où il y a déjà du talent et potentiellement des joueurs comme Amen Thompson. Donc non, c'est pas très intéressant à mon sens. C'est pour ça que dans mon ancien podcast, j'avais prévu un certain transfert, évidemment avec Brandon Ingram, mais encore une fois, des joueurs comme Jarrett Allen, des joueurs talentueux, des transferts assez intéressants peuvent avoir lieu. Je ne sais pas, Milwaukee, est-ce que Milwaukee a vraiment envie de garder le même effectif? C'est une question qu'il faut se poser, notamment au poste 3 avec Middleton, à mon sens, qui est encore un joueur très talentueux, mais avec un contrat qui pose problème à Milwaukee et qui posera moins problème à Houston du fait que cette équipe soit beaucoup plus jeune. Donc voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à eux, mais Détroit aussi. Je vais aller encore sur 2 équipes. Détroit, quelle réponse à apporter à une équipe si faible? Est-ce que c'est encore un 5e pick d'une draft de role player? C'est des questions qu'on se pose. Évidemment, ils ont besoin d'un poste 3, mais est-ce que tu vas drafter en 5, je ne sais pas, un Tidjane Salin ou un Matas Buzelis en espérant qu'ils deviennent cette pièce complémentaire, ou potentiellement faire un sign and trade avec DeRozan ou avec Zach LaVine pour avoir ce talent sur l'aile et potentiellement gagner quelques matchs, viser un play-in? Je pense que ça devient vraiment nécessaire à Détroit, et encore accumuler du jeune talent qui ne donnera rien ou potentiellement qui sera noyé dans ce bourbier Détroit, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour cet effectif. Enfin, niveau grosse question, moi je parlerai évidemment de Memphis qui, j'en ai déjà parlé, est un effectif qui veut être compétitif tout de suite, qui le sera et qui a une assez bonne profondeur. Est-ce qu'un pick 9 est vraiment utile? Qu'est-ce que tu ressors d'un pick 9 dans cette draft? Et bien sûr San Antonio qui a un joueur générationnel, l'un des plus gros talents de l'histoire en termes de prospects, en termes de jeunes joueurs avec Wemby. Est-ce que tu veux le voir gagner dès l'année prochaine? Est-ce que tu veux construire un effectif cohérent, ou est-ce que tu veux tout sacrifier, ou en tout cas sacrifier beaucoup d'assets pour un joueur? On a parlé de Trae Young, pour moi il ne doit pas bouger, mais pour Trae Young, Dejounte Murray, je ne sais pas, Brandon Ingram ou ce joueur de joueur. Potentiellement, ça pourrait faire passer un cap assez rapidement à cet effectif, mais ça pourrait le limiter dans le futur. Donc oui,
Il y a énormément de questions à se poser. Pour moi, quand on est dans le pick 5 à 12 potentiellement, ces trades-là sont vraiment à considérer. Mais pour Atlanta, pour Houston, on doit énormément réfléchir, dans le sens où il y a énormément de valeur pour ces picks. Il y a vraiment la chance d'avoir un talent générationnel. Pour moi, il y en a peut-être un talent générationnel, je ne sais pas, mais un défenseur ultime avec Alex Sarr. Si tu as l'occasion de pick Alex Sarr, n'essaye pas d'avoir un joueur comme Jarrett Allen. Je reviens sur ce que j'ai dit. Évidemment, c'est de l'analyse de comptoir. Je ne peux pas m'expliquer plus que ça, sachant le nombre de choses sur lesquelles on doit s'attarder. Mais voilà, pour moi, il ne faut pas il ne faut pas transférer un premier pick, c'est une certitude. Mais il faut surtout, et c'est pour ça que c'est compliqué de répondre à ces questions, parce qu'on n'a pas les cartes en main. Il faut regarder tout simplement les entraînements qu'il y a eu avec les prospects, les interviews. Il faut vraiment être renseigné pour savoir si c'est une bonne idée. Ça se trouve, notre jeune joueur comme, je ne sais pas, Reed Shepard est un joueur déjà qui en NCAA tournait à plus de 50% de moyenne à 3 points. C'est peut-être en fait un futur lieutenant de luxe, une future superstar. On ne sait pas. C'est un joueur très petit, d'1m88, mais ça peut être ce joueur-là. Donc Houston prendrait énormément de risques. Mais est-ce que tu n'as pas envie de prendre ces risques si à côté de ça, tu peux transférer pour Brandon Ingram potentiellement? Enfin bref, voilà. Donc énormément de questions à se poser dans ce top 10, top 15 de la draft. On peut parler de Miami aussi, qui est dans une situation un peu particulière, très vieillissante, avec une double lecture des jeunes de 25-26 ans, des jeunes encore plus jeunes, et bien sûr un Jimmy Butler qui commence à se faire très vieux et dont les rumeurs sont de plus en plus négatives à mon sens. Bref, en tout cas, il faudra passer à cette troisième question, et vous allez voir que de toute façon, on parle encore de Miami. Et je l'ai nommé cette troisième question. Est-ce qu'on est sur une draft dangereuse sur le poste 1? Dangereuse concernant le potentiel, dangereuse concernant ce qu'on peut avoir comme prospect, comme joueur, comme talent sur le poste 1. Donc, on va en parler tout de suite. Déjà, il y a plusieurs équipes qui ont besoin d'un meneur dans cette draft. Évidemment, Washington, qui n'a pas pour moi le meneur du futur. On avait évidemment Jones et des joueurs références, mais des joueurs qui ne feront pas partie du projet à long terme à mon sens. Donc Washington doit vraiment s'attarder sur ce meneur-là. Les Spurs, évidemment, pour compléter avec Wemby. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui a potentiellement le plus besoin d'un meneur aujourd'hui. Le Jazz, évidemment, qui n'a pas ce meneur star, qui a des joueurs qui savent scorer, comme Keyonte George, Colin Sexton, mais qui ne sont pas finalement des vrais meneurs de métier. Miami, dans la même situation, avec aucun meneur de métier, des Tyler Hero ou des Terry Rozier, qui sont des postes 2, des postes 1-2 scoreurs pour eux et créateurs pour eux-mêmes, mais il manque cette création et ce partage de la balle. Et évidemment, Orlando ou Toronto. Toronto, évidemment, il y a un meneur à Toronto, c'est pas la question que je me pose. Mais on va dire que le backcourt est assez esselé. En tout cas, on pourrait rajouter du talent sur le backcourt. Et Orlando, de la même façon, a besoin de shoot et de création sur le poste 1. Peut-être pas d'un meneur pur, peut-être d'un poste 2. Mais en tout cas, c'est eux qui seront le plus intéressés par des profils de backcourt de meneurs. Bref, on est sur des équipes assez basses entre le Jazz, Miami, Orlando, Toronto. C'est des équipes de top 10, top 20. C'est pas des équipes donc où il y a vraiment d'attentes élevées sur les futurs prospects qui vont drafter. Donc c'est là où on peut jouer des coups de poker. Mais même comme ça, et surtout pour les Spurs et Washington, dans le cas où ils prennent un meneur, même comme ça, il y a énormément de problématiques, à mon sens, avec les prospects qu'on a cette année. Nikola Topic, déjà. C'est un joueur de 2 mètres, un formidable créateur pour les autres, qui est capable de scorer, un joueur très intéressant, avec un profil physique lui aussi très intéressant, mais est-ce qu'il est compatible avec la NBA? Est-ce qu'il est assez mobile? Est-ce qu'il est capable de shooter
et d'espacer le terrain de manière efficace comme il le fait en Europe, pardon. Donc c'est des questions que je me pose. Pour moi, il ressemble vraiment dans le profil à un joueur très doué comme Killian Hayes, mais Killian Hayes n'a pas réussi à faire sa place en NBA. C'est un joueur avec un profil défensif très intéressant, avec une bonne allonge, avec des talents à la passe assez incroyables, mais en fait, il n'était pas assez fort balle en main pour faire sa place en NBA. J'ai la même question pour Nikola Topic, aussi du fait qu'il s'est blessé. On sait que ça va atténuer sa valeur, même si pour moi, une blessure à cet âge-là, tu t'en remets assez facilement. Bref, ensuite on a un Rob Dillingham. Rob Dillingham est un joueur qui lui est très petit et on va y revenir. C'est un peu le problème de ces meneurs de cette draft. C'est-à-dire qu'on est sur des joueurs d'1m88, que ça soit pour Rob Dillingham, pour Jared McCain et Rich Shepard, que je considère comme potentiellement un 1 parce que au vu de sa taille et tout ça, même s'il joue plus comme un poste 2, mais voilà, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là. Donc voilà, des joueurs avec des qualités, Rob Dillingham, Rich Shepard et Jared McCain sont des excellents shooters à 3 points. Rob Dillingham est capable de créer. Rich Shepard est vraiment un joueur off-ball qui peut être excellent. Et Jared McCain, c'est ce spot-up shooter à 3 points. Mais chacun a un petit défaut. Rob Dillingham est vraiment petit et très frêle physiquement pour tenir un poste 1 en NBA. C'est vraiment très problématique. Rich Shepard est aussi petit, même s'il est beaucoup plus musculeux, donc ça me pose moins de questions et c'est pour ça aussi qu'il est plus haut. Et Jared McCain a des soucis à la création balle en main. Je ne sais pas s'il pourra faire la différence sur un premier pas en NBA. Et le dernier joueur, un autre de mes chouchous, Isaiah Collier, qui a connu une saison assez cataclysmique où on ne voit pas non plus une grande allonge à 3 points. C'est pas un scoreur à 3 niveaux. C'est un joueur très musculeux, mais qui au final n'a pas une détente énormissime. Et c'est un joueur qui ne fait que 1m90 lui aussi, qui a 2 cm de plus que des Rob Dillingham, etc. Mais c'est un profil de buffle bien plus intéressant et potentiellement l'un des meilleurs distributeurs de cette draft. Donc voilà, j'en ai oublié un pour vous dire à quel point on a aussi un Stephen Castle qui lui aussi manque de shoot, qui est potentiellement l'un des meilleurs créateurs aussi pour les autres, un joueur très intelligent, capable de défendre avec une bonne taille, donc voilà, mais qui n'a pas de qualité élite pour vraiment sortir de cette masse-là. Donc, à ce que j'en ai dit, en fait, le joueur parfait se trouve dans un mélange de tous ces joueurs. Si on avait, je ne sais pas, un Rob Dillingham avec la taille d'un Stephen Castle, ou en tout cas que Rob Dillingham et Stephen Castle se mélangent, ça aurait pu être le premier pick de cette draft. Mais le fait est que on a des joueurs sous-dimensionnés ou des joueurs qui n'ont pas le profil physique de la NBA. On sait que ça ne veut rien dire. On disait la même de joueurs qui sont devenus très talentueux. Luka Doncic déjà, qui est devenu une superstar. On verra, je pense pas qu'il y ait de Luka Doncic dans Nikola Topic, mais on peut s'attendre déjà à des bonnes surprises. Mais à côté de ça, oui, est-ce que Rob Dillingham ne serait pas finalement un 7e homme, un joueur très talentueux mais en sortie de banc, et est-ce que pour un San Antonio qui le pique en 8, c'est vraiment intéressant. Stephen Castle, est-ce qu'un jour il développera ce shoot? Est-ce qu'il pourra vraiment espacer le terrain, ce qui est nécessaire, primordial maintenant quand tu es en NBA, quand tu es un joueur NBA? Isaiah Collier, est-ce que ce decision making, le fait de perdre énormément de ballons, eh bien, il arrivera à le corriger. Est-ce que c'est un problème d'âge ou un problème de QI basket? Pour moi, c'est un problème d'âge. C'est pour ça que je vois Isaiah Collier très très haut. Mais on ne sait pas. Si, je sais pas, Miami décide, Miami est un mauvais choix parce que Miami arrive à développer n'importe quel joueur. Donc prenons-en un autre, je ne sais pas moi, est-ce que si Chicago décide d'aller sur Nikola Topic alors qu'ils ont déjà énormément de joueurs, que ce soit Ayo Dosunmu, que ce soit Kobe White, que ce soit maintenant j'ai oublié son nom, mais le joueur d'OKC, est-ce que on arrivera à avoir le Nikola Topic à 100%? Est-ce qu'on arrivera à vraiment le développer? Est-ce que ça sera la faute de cet effectif ou juste que cette classe de draft de meneurs
est infiniment problématique. Pour moi, il y a vraiment un côté très dommageable, en tout cas avec Rob Dillingham, parce que je pense que c'est vraiment un talent énorme, mais qui n'a pas les épaules physiques, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas les épaules pour le coup, pour tenir son rôle en NBA. Je pense que Jared McCain est un joueur unidimensionnel qui lui aussi aura du mal. Il est bon en défense collective, mais sur l'homme, je me pose énormément de questions, sachant que c'est un poste 1 d'1m88. Isaiah Collier, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'il tombe à Miami ou au Jazz ou des équipes qui pourront lui laisser du temps et lui faire confiance, en tout cas des équipes qui travaillent bien pour qu'il puisse s'épanouir. Si Isaiah Collier arrive, je ne sais pas, moi, à Phoenix en 22 et que finalement on ne lui laisse jamais sa chance, qu'il a du mal à s'intégrer avec les superstars et ou aux Lakers potentiellement. On a déjà vu l'année dernière un de mes chouchous avoir très peu de temps de jeu avec Jalen Hood-Schifino. Pour moi, c'était un talent énorme de cette draft et au final, il m'a beaucoup déçu de lui-même, mais je pense que les Lakers n'aident pas. Donc, à voir. Pour moi, il y a vraiment un risque énorme, notamment pour les Spurs qui piquent très haut et qui sont les plus intéressés par un meneur, d'aller prendre un meneur. C'est pour ça que le transfert potentiel de leur pick, soit pour monter plus haut, pour aller chercher un ailier ou un intérieur, je sais qu'ils sont intéressés par Alex Sarr, même si je ne comprends pas pourquoi, ou tout simplement aller chercher des jeunes Murray ou des solutions comme ça, peuvent être vraiment très intéressantes pour eux. Bref, en tout cas, voilà, on a parler d'énormément de joueurs. Je pense que voilà, si vous avez noté la plupart des joueurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner de vous-même. Je vous invite vraiment à regarder les prospects, c'est vraiment hyper intéressant. Parier sur eux, sur leur avenir aussi, c'est vraiment très drôle. Moi, je me souviens que l'année dernière, comme je l'ai dit, Jalen Hood-Schifino était un de mes chouchous, mais c'était pas le seul. Amen Thompson et Keyonte George en faisaient partie aussi. Je ferai sûrement un podcast au sujet de cette première année d'une draft assez exceptionnelle. Mais voilà, voir des joueurs qu'on suivait et qu'on savait très fort performer comme Keyonte George, comme Amen Thompson, ça fait plaisir. Et je ne sais pas si votre chouchou c'est Jared McCain et qu'au final dans la fin de l'année prochaine, il a fait une saison en 14 points, 4 passes et que en fait ses soucis de handle, ses soucis à la création sont un peu réglés, ça peut être très très intéressant à mon sens. Bref, en tout cas voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que je me suis pas trop perdu, j'avoue que c'était assez fouillis, mais je pense que c'est intéressant quand même de s'attarder sur ces questions. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et n'hésitez pas à aller regarder cette draft NBA. Il y a énormément de créateurs de contenu aussi, que ce soit sur Twitter, sur YouTube bien sûr avec Trash Talk, etc. Envergure, First Team, etc. qui vont parler de ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à aller suivre ces personnes et regarder cette draft NBA.